Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de fiction en général, que ce soit film, série, animé, jeux vidéo, bref. Vous connaissez la musique, et tout particulièrement des dits tropes, des dits clichés que je déteste le plus. Parce que oui, la fiction dans toutes ses formes, c'est donc un monde riche, un monde varié, plein de récits captivants et de personnages mémorables. Cependant, et on le craint, il y a certains éléments récurrents, ou tropes, entre guillemets, qui peuvent parfois devenir trop prévisibles, voire agaçants. Ces clichés qu'on retrouve d'un genre à l'autre peuvent transformer une expérience narrative autrement passionnante en quelque chose d'assez banal, d'assez stéréotypé, d'assez chiant. Voilà, le mot est lâché. Alors aujourd'hui, on va tous plonger dans cette boîte de Pandore pour vous présenter des tropes qui, à mon avis, sont les plus usés, les plus éculés, les plus irritants, en fait, tout simplement les moins bien exécutés dans le monde de la fiction. Je veux dire, voilà, du Deus Ex Machina mal placé aux personnages trop stéréotypés, en passant par les fins prévisibles, nous allons explorer ces éléments qui peuvent gâcher une bonne histoire. Mais attention, ça veut pas dire que ces tropes ne peuvent jamais être bien utilisées. Parce que oui... si effectivement vous mettez ces tropes entre les mains d'un bon écrivain, un mec qui sait écrire de bonnes histoires, il va réussir à se dépatouiller et à faire en sorte que le lieu commun, le cliché, le trope en question puisse être utile à l'histoire et au développement des personnages. Mais bien souvent, ces clichés-là sont un peu merdiques. Ça c'est une évidence. Parce que ouais, à force c'est devenu des raccourcis narratifs trop faciles, et bon, sans plus attendre, c'est parti pour mon top 10 des clichés, des tropes que je hais le plus dans la fiction. Alors, on va commencer avec le premier, que je vais, sobrement nommer, donc le trope du Gary Stu. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gary Stu ? Évidemment, peut-être au niveau de la sonorité, ça peut faire penser à la Marisu. Effectivement, un trope que tout le monde connaît par contre, on en a beaucoup parlé, surtout avec Rey de Star Wars ou Captain Marvel, c'est-à-dire, effectivement, des personnages féminins qui sont complètement parfaites, qui n'ont aucun défaut, qui sont super, tout le monde les aime, voilà, bref. Vous connaissez plus ou moins la musique. Et oui, ok, elles sont effectivement éclatées, mais en ce qui me concerne, on ne parle pas assez de leur pendant masculin, c'est-à-dire le Gary Stu. Et bon, voilà, parce que ces Gary Stu me font tout aussi chier, si ce n'est plus, que leurs collègues Marisu. Parce que oui, ce qui m'agace le plus avec ce genre de personnage, c'est pas nécessairement le fait qu'ils soient surpuissants, mais plutôt qu'ils aient toujours raison, peu importe la situation. Pour moi, que ce soit le personnage classique du Gary Stu à la James Bond, c'est-à-dire le mec trop fort, trop beau, qui attire toutes les meufs et qui a jamais tort et qui est toujours dans le bon chemin, voilà. Ou alors le phénomène récent du wokisme, c'est-à-dire la Marisu un peu woke, bon, qu'on peut voir avec Captain Marvel ou peu importe, eh bien l'intérêt reste le même, c'est-à-dire zéro. Et donc on va prendre effectivement un exemple un peu à l'ancienne avec John Wayne. Alors, John Wayne, ça fait partie effectivement de ces acteurs qui se jouent lui-même, c'est-à-dire que peu importe les films, il jouera toujours de la même manière, et ses personnages sont censés être un reflet de lui-même. Tu as respect à John Wayne, mais tu sens que le mec, il a un certain orgueil et un certain ego. Et il y a effectivement une petite anecdote assez sympathique, où, dans un de ses films, donc western, il refusait de tirer sur un adversaire dans le dos, voilà, affirmant que cela n'était pas héroïque. Évidemment, le réalisateur lui dit « Écoute John, là, arrête de casser les couilles, on a un film à tourner, tire sur ce mec et viens, on rentre chez nous. » Et John Wayne « Non, mon personnage est plein d'honneur. » Et on lui disait « Écoute John Wayne, c'est ton personnage, ce n'est pas toi, hein. Tu comprends bien. » Il semble même que ce réalisateur lui ait dit « Écoute, Clint Eastwood à ta place, il l'aurait fait dans un western spaghetti. » Bon, évidemment, bon, là John Wayne a pété un plomb, parce qu'effectivement, bon, il y avait un peu le côté... Clint Eastwood, à l'époque, il était jeune, donc c'était un peu le jeune loup qui venait prendre la place du vieux John Wayne, donc voilà, bref. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous raconte cette petite anecdote ? Bah, en ce qui me concerne, ça illustre parfaitement ce côté... personnage, pas forcément qui est super fort, mais qui n'a jamais tort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être le méchant, il ne peut pas faire d'erreur, en fait. C'est ça le truc. Et encore un meilleur exemple de cela, bah, c'est Will Smith dans Suicide Squad. Parce que, donc Will Smith, il faut comprendre que c'est un acteur qui est au demeurant sympathique, quand il gifle pas les gens dans des cérémonies des Oscars, c'est un mec assez sympathique si tu enlèves effectivement ce petit détail. Mais le truc de Will Smith, c'est qu'il faut toujours que ce soit le family man dans tous ces films. Il faut qu'il soit le bon père de famille. Le mec, je sais pas, il peut pas s'en empêcher. Et même quand il joue effectivement dans Suicide Squad, un mec, donc Deadshot, qui est donc censé être un mercenaire, un méchant, un mec quand même pas très sympathique. Il fait partie tout de même des méchants, de la galerie des méchants de Batman, quand même. Et bah, même dans ce film-là, il faut qu'il soit le family man, quoi. Il faut qu'on le voit en train de regarder une photo de sa fille en mode non mais je dois protéger mes enfants et tout. Et durant tout le film, tout ce qu'il dit c'est ouais, we are the bad guy, we are the bad guy. Mais en fait, il dit we are the bad guy justement pour compenser le fait qu'ils sont pas du tout des bad guys. C'est ça le problème en fait. Bref, les exemples que je vous donne sont censés montrer comment la fiction peut souffrir de ces personnages trop lisses, trop parfaits, qui manquent de profondeur et de réalisme. Et ces Gary Stu, qui n'ont jamais tort et qui brillent dans toutes les situations, finissent par être en fait trop peu intéressants et ne reflètent pas la complexité du comportement humain. Je veux dire, si je devais vous donner un exemple un peu plus récent, ce serait évidemment Jack Reacher.
C'est la même chose, hein, voilà. Tous les héros des films d'action des années 80, quoi. C'est vraiment... Voilà, quoi. Le mec, il faut qu'ils aient raison, quoi. Et je veux dire, c'est pareil pour Rambo. On prend Rambo, par exemple. Il faut savoir que le premier Rambo, à la base, c'est censé être une adaptation d'un livre. Voilà. Et donc, dans ce livre-là, le personnage de Rambo, déjà, bon, je vous spoil, il meurt à la fin, je parle du livre, hein, et évidemment pas du film avec Sylvester Stallone, mais c'est censé être un gros... C'est un salopard, hein. Effectivement, il y a le côté, la critique du fait que le peuple américain n'ait pas accepté que l'armée américaine ait perdu au Vietnam, et donc en a voulu aux vétérans de la guerre du Vietnam quand ils sont revenus en Amérique, hein. Ils ont un peu vu comme des losers, et donc ça, dans le livre, il y a ça, mais Rambo est un monstre dans le livre. Évidemment, dans le film, c'est pas le cas. C'est une victime. Et encore, le film est très bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand on prend Rambo 2 et surtout Rambo 3, voilà, c'est le gentil, quoi. C'est le gentil, même Rambo 4, la vérité. Je crois qu'il se bat contre des militaires véreux cambodgiens, bref, voilà, quoi. Il n'y a pas ce côté, le mec un peu, peut-être qu'il a tort, peut-être que c'est lui le vrai monstre. Non, non, non. Les mecs que Rambo affronte, c'est toujours des ignobles salopards sans foi ni loi. Tu prends par exemple dans Rambo 2, voilà, c'est des méchants russes qui le torturent. Moi, ça me fait chier, ce côté-là. Moi, j'aime les fictions où, quand le héros est un peu dark, qu'on remette un peu en question sa moralité. Peut-être qu'il va affronter des types qui sont peut-être meilleurs que lui, moralement parlant. C'est ça, en fait, ce que je veux. C'est ça, en fait, ce que je voudrais. Si tu mets un personnage surpuissant, essaie de faire en sorte que sa moralité soit un peu discutable, en fait. Parce que sinon, après, le mec, il a absolument aucune faille et ça devient un perso super chiant. Bref. Alors on va continuer avec le deuxième trope qui me fait le plus chier, et donc on va parler du statu quo. Et le statu quo surtout qui ne change pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce statu quo, c'est un autre trope qui m'exaspère dans la fiction, et c'est donc, qu'est-ce que c'est? C'est le maintien rigide d'une situation de base, de la situation de base. Voilà. Et en particulier dans les séries longues, c'est-à-dire que on a une situation de base, et peu importe ce qui va se passer, à la fin de l'épisode, qu'on va reprendre l'épisode suivant, la situation de base n'a pas changé. Bon, je vais vous donner... un exemple d'animé, pour une fois, vu que là, effectivement, je vous parlais de films et tout, on va parler d'animé, on va parler d'un animé assez récent, parce qu'effectivement, on me critique, parce que je ne parle pas de Jujutsu Kaisen et des animés récents, bah écoutez, je vais faire un petit effort, je vais parler de Rent a Girlfriend. Vous savez de quel manga je parle, arrêtez de vous moquer de moi. Bref, en tout cas, ce manga est effectivement un très bel exemple du statu quo qui ne change jamais, parce que même après 50 000 chapitres, la relation entre les personnages n'a pas évolué d'un iota. Avec ce sac à chiasse de Kazuya, évidemment, le protagoniste de ce manga, malheureusement, ce n'est pas Kazuya Mishima. Si c'était Kazuya Mishima, ça aurait été plus intéressant. En tout cas, Kazuya, qui passe son temps à se pignoler, tout simplement, et à faire le con dans tous les chapitres, rendant donc chaque chapitre totalement inutile. Il n'y a pas de progression. Et sa relation avec la main girl, entre guillemets, ne fait que tourner en rond. Et à chaque 15 chapitres, on revient à la case départ. Et forcément, cela contraste fortement avec des séries comme Ore Monogatari, avec mon superbe accent. Donc ça, c'est un autre shoujo, même si, bon, vous me direz Red Hot Girlfriend, c'est pas un shoujo. Bref, en tout cas, Ore Monogatari, c'est un anime que j'aime beaucoup, voilà. J'aime pas beaucoup de shoujo, mais celui-là est excellent. Et lui, il bouleverse son statu quo dès l'épisode 3. C'est-à-dire que tu vois, donc, cette énorme masse de Takeo, qui, effectivement, tombe amoureux de la petite mignonne toute kawaii, et tu dis, bon, bah, pendant 50 épisodes, il fait, ouais, peut-être que je l'aime, et en fait, j'ose pas lui dire. Pendant 50 épisodes, la meuf est l'amoureuse, mais finalement, elle lui dit pas. Moi, je pensais, allez, ok, allez, on se revoit en 2035. En fait, dès l'épisode 3, ils sortent ensemble. Cette énorme masse de Takeo emballe officiellement la meuf. Dès l'épisode 3, il ne perd pas de temps, et j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Et on reste pas avec le même statu quo, la situation qui ne change pas pendant 40 000 épisodes. Voilà, ça change, ça bouscule. On est, voilà, on est passionné. C'est pas qu'on est passionné, mais on est un peu branché, quoi. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et donc là, je vais vous donner maintenant un autre exemple, mais celui-là négatif, avec évidemment Détective Conan. Donc voilà, Détective Conan, on se retrouve tout de même avec un manga de presque 200 tomes. Enfin, je sais pas, en tout cas, la barre des 100 volumes est largement dépassée. Et personne n'a toujours pas compris que le gamin, c'était voilà. On n'a toujours pas compris sa véritable identité, quoi. Ça frôle l'absurde, en fait. Et ça fait 150 volumes qu'on est toujours au même statu quo et ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a une enquête et on revient au stade départ.
une enquête, stade départ, une enquête, stade départ. Il n'y a pas de progression dans l'intrigue. Ça rend dingue. Après, peut-être que les derniers volumes, ça a changé. Dans les derniers volumes, ça a changé. Mais même si ça a changé, si dans le volume 138, ça a changé, mais que du volume 1 jusqu'au volume 137, ça n'a pas changé, qu'on est toujours au même statu quo, et que les personnages n'ont toujours pas évolué, il n'y a pas eu de développement de personnages, va te faire foutre à un moment donné. Je veux dire, je suis vraiment désolé, mais bon, voilà quoi. Aussi, un autre exemple de ça, c'est un peu City Hunter. Bon, allez, je vais pas tirer à boulet rouge sur City Hunter parce que j'ai pas envie de me faire attaquer dans les commentaires. Mais je veux dire, bon voilà, j'aime bien City Hunter, on va pas se mentir, j'ai grandi avec la VF de Maurice Sarfati. Voilà, à bientôt mon petit Momo. Donc forcément, j'aime bien City Hunter, j'aime bien Nicky Larson, mais on va quand même dire les termes à un moment donné. Bon, la relation entre Ryo et Kaori reste figée du début quasiment jusqu'à la fin. Et principalement juste pour perpétuer les mêmes blagues perverses permanentes, là avec le Mokori, c'est ça, de Ryo, bref. Voilà. Je ne préfère pas épiloguer, j'ai pas envie de me faire striker. Voilà, bon, vous avez compris. Je veux dire, il y a un refus quand même de faire évoluer les personnages et leurs relations, et forcément, ça rend une série ou un animé ou ce que vous voulez assez lassant, assez prévisible. C'est ça le problème. Et la répétition constante des mêmes dynamiques entre les personnages prive le public que nous sommes de l'expérience de voir les personnages grandir, de changer, de faire face à de nouveaux défis. Et cela crée une stagnation narrative assez chiante et qui peut finalement aliéner les lecteurs ou les spectateurs que nous sommes et qui cherchent forcément une histoire dynamique et évolutive. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que je recherche. Bon, on va continuer avec le troisième trope qui me fait chier, donc les méchants manichéens et sans profondeur. Bon, je pense que celui-là vous l'attendiez parce que bien souvent quand je critique une œuvre, je parle de ça. Bon, clairement c'est un trope récurrent qui gâche, j'ai envie de dire, presque toutes les œuvres de fiction où on les voit. Ça c'est une évidence. Bon, on va prendre l'exemple du russe chauve dans Uncharted 2. Voilà, Uncharted 2, truc de ouf. Excusez-moi les mecs, peut-être que c'est un truc de ouf, peut-être qu'il y a un super rythme. Il faudrait en parler de votre russe chauve. Déjà qu'il est russe. Mais en plus, il est chauve, c'est-à-dire que, tu sais, boire ou conduire, faut choisir. Tu peux pas faire les deux en même temps, quoi. Russe et chauve. Mais les mecs, on se croirait dans un film d'Antoine Fuqua. Il faut que votre méchant, ce soit un russe, quoi. Les mecs, sans déconner, quoi. Bref, voilà, c'est les stéréotypes du méchant générique, dépourvu de toute profondeur, réduit à de simples figures de pure méchanceté sans raison convaincante ou intérêt narratif pour faire ce qu'ils font. Voilà, faire un personnage, faire un méchant sans aucune qualité rédemptrice, mais très intéressant. Exemple parmi les exemples, évidemment, Claude Frollo, donc du Disney, enfin du Disney après, je pourrais également dire du livre original de Victor Hugo, mais voilà, de Notre-Dame de Paris. Bon, du bossu de Notre-Dame en ce qui concerne l'adaptation Disney. Quand même, Claude Frollo, c'est effectivement un gros salopard, mais il est super intéressant. Parce que le mec, c'est un homme de Dieu, mais d'un autre côté, il se sent dévoré par un désir charnel envers Esmeralda, et donc... il a ces deux trucs en même temps, lui, il sait pas vraiment quoi faire, il a envie de la tuer, mais d'un autre côté, il la désire. Et ça le rend dingue, et ça le dévore de l'intérieur. Et la musique, la chanson Hellfire, chantée en version française par Jean Piat, le regretté Jean Piat, qui est un excellent, l'un des meilleurs comédiens de doublage ever, je pense, en tout cas en VF, ça c'est une évidence. Donc voilà quoi, c'est un truc de fou. Ça c'est un bon méchant, et pourtant le mec, il est entre guillemets manichéen d'une certaine manière. Dans le sens où il est méchant du début jusqu'à la fin, mais ça reste un méchant intéressant parce qu'il a plusieurs facettes, il est multidimensionnel, malgré tout, tu vois. Donc t'es pas forcément obligé, quand tu écris un méchant, de faire en sorte qu'il ait une backstory un peu tristounette. T'es pas obligé, hein. Tu peux très bien faire un personnage méchant du début à la fin, mais qui reste intéressant. Voilà, bref. On passe au quatrième trope qui me fait chier, donc... on va rester avec le sujet des méchants, donc cette fois, les méchants qui deviennent inintéressants et qui perdent totalement leur personnalité quand ils deviennent gentils, quand ils passent du côté lumineux de la force. Alors, dans de nombreuses fictions, il y a toujours ce trope du méchant qui devient gentil. Voilà. Mais le problème, moi à la limite ça, j'ai pas de souci vis-à-vis de ça. Le souci c'est qu'il perd souvent l'essence même de sa personnalité, qui le rendait intéressant. Je veux dire, par exemple, on va prendre Spike dans la série Buffy contre les vampires. Donc au début, c'est un méchant super stylé, super captivant, mais malheureusement, sa classe s'estompe une fois qu'il rejoint le côté des gentils entre guillemets. Donc c'est un peu chiant, le mec il devient complètement faible, il se fait hagard. C'est plus la menace qu'il était avant, et c'est dommage. D'ailleurs, même dans les JRPG par exemple, quand il y a un putain de méchant super vénère, mais qu'à un moment donné tu le recrutes, bah le mec il devient super faible. Tu te dis, mais en fait pourquoi? Je me rappelle dans FF9 avec Béatrix, la meuf elle te one-shot 3 fois de suite, mais quand tu la prends dans ton équipe avec Steiner au début du CD3 ou je sais plus, la meuf, la meuf elle est complètement éclatée au sol. Tu te dis, mais en fait c'est du foutage de gueule les mecs, bref.
Il y a aussi Neji dans Naruto. Une fois qu'il arrête de nous casser les couilles avec son délire de destin, bah il perd complètement son caractère complexe et il transitionne vers un rôle plus héroïque, mais surtout plus chiant. Il a perdu toute sa personnalité, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus de edge. Et à la fin, évidemment, bah, il se prend un coup de bâton et il meurt. Donc voilà, c'est un peu chiant tout de même. Moi, je l'aimais bien, moi, le Neji. Après, il y a des contre-exemples. Hein. Et même si je ne dis pas souvent du bien de DBZ, faut quand même parler de Piccolo. Piccolo qui, effectivement, lorsqu'il passe du côté lumineux de la force avec Gohan et tout, il garde son côté intelligent, digne, introverti, mais quand même sympathique. Voilà, Piccolo, c'est un bon exemple d'un méchant qui devient gentil, mais qui garde quand même un peu son côté, côté un peu austère. Voilà. Bon, allez, on va passer au 5e trope de merde. Et là, par contre, on va parler d'un trope qui, on va le dire, concerne bien souvent que les shonen, et tout particulièrement les shonen de merde. C'est-à-dire les victoires grâce à la force de l'amitié et au flashback larmoyant. Alors, ce trope est excessivement utilisé dans les shonen Neketsu, et voilà quoi, c'est la victoire. C'est la victoire de merde, c'est la victoire grâce à la force de l'amitié, souvent accompagnée de flashbacks émotionnels. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire que c'est pas le personnage qui va gagner, qui va vaincre le grand méchant parce qu'il a trouvé la bonne méthode, il a analysé son style de combat et il va essayer de l'avoir comme ça. Des trucs qu'on peut voir par exemple dans Hunter x Hunter, on peut voir dans JoJo Bizarre Adventure, on peut voir dans d'autres trucs. Voilà, peut-être Jujutsu Kaisen, on me dit que Jujutsu Kaisen, il y a des combats plein de stratégies. Écoutez, je vous fais confiance. Bah écoutez, vous savez quoi ? J'utilise Jujutsu Kaisen comme un exemple positif. Alors arrêtez de me casser les couilles. Jujutsu Kaisen, c'est un très bon manga et c'est un très bon exemple. Bref, je rigole avec vous. Par contre, si je devais donner un exemple négatif, évidemment, je vais parler de Fairy Tail. Je vais parler de Fairy Tail, quand même. Où, bon, à chaque fois qu'effectivement un personnage se fait déboîter, à la fin, il pense à ses amis, Tomodachi, voilà, Nakama ou Tomodachi ou je sais pas quoi, et il défonce le grand méchant parce que l'amitié, c'est cool, quoi. À la limite, pourquoi pas ? Au demeurant, je suis pas contre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la merde. C'est larmoyant, c'est cucu, c'est niais, c'est de la merde. Et c'est quelque chose... On en a marre dans les shonen. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les shonen, il faut vraiment comprendre. Moi, les shonen, c'était à l'époque. Attends, moi, je lis les seinen parce que moi, les shonen, ils m'ont dégoûté. Pour ça, ils m'ont dégoûté. Parce que même si l'idée, effectivement, est touchante, son utilisation répétitive et surtout prévisible tend à diminuer l'impact des scènes et enlève la crédibilité aux défis auxquels les personnages sont confrontés. Parce qu'à la fin, ils gagnent. Encore, je parle de Fairy Tail. Allez, je vais parler d'un manga que j'aime bien. Je vais parler de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est le pire. Je veux dire, est-ce que je dois vous rappeler du duel entre Yugi et Pegasus à la fin de l'arc de l'île des duellistes? Parce qu'à la fin, Pegasus utilise son œil du Millennium pour lire l'esprit de Yugi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a l'esprit de Jonuchi, de Joe, de Tristan et de tout ça qui sont en mode non. En mode, tu sais, ils font du T-pose. il faut une barrière humaine devant l'esprit de Yugi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et à la fin, c'est quoi? On est des amis de Yugi, donc on rentre dans l'esprit de Yugi et on t'empêche de regarder son... Parce qu'on est ses potes. C'est la force de l'amitié. Ok, est-ce qu'il serait éventuellement possible, je pose la question poliment, est-ce qu'il serait possible que vous alliez tous vous faire enculer? Est-ce que c'est juste possible? Moi je pose la question, est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce qu'il y a même moyen de négocier? Allez tous vous faire foutre les mecs, allez tous vous faire foutre. C'est-à-dire que pendant un arc entier, on nous casse les couilles sur Pegasus et son œil du Millennium et on se dit mais putain mais quelle est la stratégie qu'ils vont utiliser pour le battre? À la fin c'est les amis quoi, c'est les potes. Ok, va te faire foutre. Écoutez, moi je suis pas un type vulgaire dans la vie de tous les jours, mais à un moment donné, faut arrêter, faut dire les termes. Allez, je continue. On va parler donc du 6e truc qui me fait chier dans les fictions en termes généraux, donc les fausses morts. Alors, les fausses morts, c'est de la merde. Je pense que vous avez pas besoin de moi pour le deviner, et c'est donc ces personnages qui, en principe, sont censés mourir, mais qui ne meurent pas. Finalement. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Yu Yu Hakusho, voilà. Je veux dire, les morts de Genkai et de Kuwabara durant l'arc, et pourtant arc légendaire s'il en est, du Tournoi des Ténèbres, c'est un peu chiant quoi, parce qu'ils meurent pas. Ils meurent pas. Et donc forcément, tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert? Ça minimise clairement l'impact émotionnel de ces événements, ça c'est une évidence. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi je vais avoir peur pour les personnages si à la fin, il y a personne qui crève? Moi je suis vraiment désolé, hein. Je suis vraiment désolé, c'est chiant. Après, ça peut être utilisé parfois efficacement pour créer du suspense et explorer des thèmes comme la résurrection, la rédemption, je sais pas quoi. Mais clairement, lorsque tu utilises ça excessivement,
tous les enjeux deviennent caduques. Et là, je vais me permettre, attention, parce que là, je me sens particulièrement audacieux, donc je vais attaquer pour la première fois donc de l'histoire de cette chaîne, je vais m'attaquer au titan One Piece, attention. Allez mec, je vis dangereusement les gars. je vis dangereusement. Et je vais parler effectivement d'une scène qui m'a toujours fait chier, celle avec Franky. Voilà, bon évidemment, vous allez me dire c'est une scène de merde, on la voit genre pendant genre une planche. On s'en bat les couilles. Moi je m'en bats pas les couilles les mecs. Il y avait un moment, genre je ne sais plus quel arc, il y a Franky et 50 de ses potes qui vont aller se battre pour je sais pas quoi, bref, c'est la merde, ou je sais pas, bref. Ça pétarade partout, ça pisse le sang et tout. À la fin de l'arc, évidemment, donc tu te dis, après toute cette échauffourée, il y a du sang partout, les mecs. Normalement, il y a peut-être un ou deux gars qui ont dû passer l'arme à gauche. Non seulement il n'y a pas un mec qui est mort, parce que on te fait croire qu'ils sont morts, personne n'est mort. Et en plus, il est fier de lui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs planches, ou une ou deux planches, tu dis ouais, personne n'est mort. Et Franky fait, ah bon, il y a personne qui est mort. Les mecs, comment vous voulez que je me sente émotionnellement lié à tout ça si personne crève? Mais en plus, ce sont des personnages secondaires, même ils meurent, il n'y a rien qui change. Juste laissez-les crever. Il y a eux, il y a aussi Inamori. Inamori de Bleach, non mais attends, moi je vais commencer à parler allemand là à un moment donné. Inamori de Bleach, ça me fait le fait, mais planté 40 fois par chapitre par Aizen. Pourquoi elle meurt pas la meuf? On s'en bat les couilles. Même elle a même pas de nom de famille. On s'en fout, laissez-la crever. C'est un truc de fou. Et il te faut croire qu'elle est morte, hein. Finalement elle est pas morte. Pourquoi elle meurt pas? Pourquoi? Pourquoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est vraiment chiant de ouf. Bon allez, je vais continuer parce que là, la vidéo, elle commence à durer. Bon, il y a le héros sarcastique, mais finalement, pas très intéressant. Donc le 7ème trope qui me fait chier. Donc c'est effectivement un cliché fréquent, hein, qui est donc celui du héros sarcastique qui manque de substance. C'est les protagonistes, bien souvent, qu'on va retrouver dans les jeux Rockstar. Et qui sont donc des exemples typiques du genre, parce que ouais, ces héros-là, que ce soit, on va le dire, désolé, Arthur Morgan. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, mais Arthur Morgan, le Max Payne de Max Payne 3, Michael Townley, la plupart des personnages des jeux Rockstar, on va pas se mentir. En fait, ces gens-là n'ont pas vraiment de psychologie. C'est-à-dire que ils sont là principalement pour servir de toile de fond aux personnages secondaires plus extravagants et caricaturaux. Encore une fois, on va prendre Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, et bien qu'il est vrai, il a un certain charisme et un super design, sur ça il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est très rare de voir un personnage blond dans un jeu Rockstar, donc à la limite, pourquoi pas. Ces personnages sont en fait assez fades, comparé à l'excentricité, à la profondeur des autres personnages du jeu. Et tout ce qui fait Arthur Morgan, et tout ce que fait la plupart des héros de Rockstar, c'est juste d'être sarcastique. Voilà, sarcastique, il fait des sarcasmes, il fait de l'ironie, voilà, il se fout de la gueule de tout le monde. Bon, à la fin, évidemment, on va lui rajouter le délire de tuberculose, parce qu'il est obligé de mourir, parce qu'on le voit pas. Et dans Red Dead 1, John Marston ne parle jamais de lui, en fait. C'est ça le truc. Et il a pas vraiment de... Je suis vraiment désolé, je sais que les gens vont pas être d'accord. Arthur Morgan, c'est attention la vache sacrée. Si vous voyez vraiment son écriture, le mec, il est écrit comme n'importe quel personnage de Rockstar. Par exemple, moi, je vais vous le dire, John Marston dans Red Dead Redemption 2, il est vraiment beaucoup mieux que dans Red Dead 1. Parce que dans Red Dead 2, John Marston, c'est pas le personnage principal. Donc il est pas tout le temps sarcastique, et il a un arc de personnage. C'est-à-dire qu'au début, c'est un père, bon, il a pas vraiment envie de rester avec Abigail, il considère pas son fils comme étant son fils. C'est son fils, on va pas se mentir. Abigail était donc une prostituée, elle a ken avec tout le monde. Il est évident qu'elle s'est faite engrosser par notre ami, comment il s'appelle, Dutch. Ça c'est une évidence. Il a la même tête, arrêtez de casser les couilles. Regardez dans Red Dead 1, quand on incarne Jack Marston à la fin du jeu, ils ont le même nez, large et épaté. C'est son fils, cassez pas les couilles. Bref, peu importe, c'est pas de ça dont je voulais parler, c'est juste que ça me casse les couilles. Mais non, c'est le vrai fils de John Marston. Mon cul, c'est le fils de John Marston. John Marston, c'est un cuck, d'accord? Arrêtez de casser les couilles. Bon. Alors donc, dans Red Dead 1, c'est juste un mec sarcastique. Il n'y a pas vraiment d'arc de personnage, alors que dans le 2, si. Tu vois? Au début, effectivement, il est irresponsable, il veut pas devenir père de famille, et petit à petit, surtout quand le petit Jack se fait enlever par les espèces d'Italiens, là, à Saint-Denis, là, il commence à devenir un peu plus responsable, et à la fin du jeu, quand on l'incarne, d'ailleurs, c'est super. De toute façon, Red Dead 2, c'est un de mes jeux préférés, la vérité, c'est un jeu extraordinaire, franchement, et ça me fait un peu chier de dire ça d'un jeu Rockstar, mais Red Dead 2, il m'a mis d'accord, hein, franchement, surtout au niveau du scénario, hein. Vraiment, très bien écrit sur ça, y a pas de souci. Pour moi, Arthur Morgan, c'est peut-être un peu le seul problème du jeu, mais à la limite, oubliez ça, parce que je sais que je vais me faire insulter si je dis ça. Enfin voilà, juste pour vous dire que les héros sarcastiques, mais qui finalement n'ont pas vraiment de personnalité, moi ça me fait chier. Voilà, c'est trop simple. J'ai pris l'exemple de Rockstar, j'aurais pu prendre un autre exemple. Allez, on continue assez rapidement avec donc le méta.
Alors, le méta, qu'est-ce que c'est? En fait, le méta narratif, c'est le brisage de quatrième mur. Hein, voilà. C'est quelque chose que l'on voit bien souvent dans les œuvres où tu vois Deadpool, le fameux Deadpool qui est un peu le porte-étendard hein, du méta, du brisage du quatrième mur. C'est-à-dire que Deadpool, un moment dans une BD, on va lui dire « Ouais, Deadpool, on est où ?» Et Deadpool, il va répondre « Ah ben, on est à la page 42. » Vous avez compris, quoi. C'est ça, le brisage du quatrième mur. Donc, le problème de ça, c'est que, en ce qui me concerne, pour moi, c'est un subterfuge pour éviter d'assumer pleinement son histoire. Parce que ce trope de brisage de quatrième mur et de... En plein milieu du film, tu te dis « Mais va te faire foutre, quoi. » Là, tu me sors totalement de l'immersion du film. Qu'est-ce que tu casses les couilles, Gerta, là? Je crois que c'est son nom, là, Gerta, là. Gerta, arrête tes conneries, là. Enfin bref, bon il y a ça, il y a aussi une série que j'aime bien, mais que j'aime un peu plus que bien, Rick et Morty. Rick et Morty, les épisodes avec le train méta, mais ils sont abominables. De toute manière, pour moi, les seuls épisodes de Rick et Morty qui sont vraiment bons, c'est les épisodes où il y a de la continuité. Hein. Voilà, où on parle du passé de Rick, et on parle de Rick Prime, on parle des villes Morty. C'est ça les meilleurs épisodes, et c'est ça les épisodes qui marquent les gens en fait. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que voilà... Les œuvres où le personnage brise tout le temps le quatrième mur, bah c'est des œuvres où vraiment j'ai du mal à m'immerger, quoi. Y a pas d'enjeu, quoi, ça devient un espèce de gimmick. Voilà, c'est même pas un outil narratif illégitime, hein. Et ça donne vraiment l'impression que les créateurs se défilent. C'est un truc de lâche, hein, pour moi. C'est-à-dire que tu n'assumes pas ton histoire, donc tu fais genre, ouais, mais je rigole, les mecs, hein, c'est pas vrai, toutes les manières, ces personnages, je les ai écrits. Non, c'est rien du tout, c'est pas une vraie histoire. En fait, t'assumes pas ce que tu fais. T'es un lâche, en gros. Tu vois, t'es un lâche. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les films Marvel, hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de dire, le pire, c'est Thor Love and Thunder. Voilà. Mec, il y a des mecs qui meurent, et tu vois Thor en train de faire des blagues. Le réalisateur, là, je crois, Tai Waititi, ou je sais pas quoi, Waititi, ou... Bref, il a un nom assez intéressant. Bref, voilà. T'as peur, frérot. T'as peur de te prendre au sérieux. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Allez, on passe au numéro 9, avec le trope, évidemment, que je teste le plus au monde. Le trope du Chosen One, évidemment. Bon, voilà, en principe, j'ai déjà sorti une vidéo là-dessus, une vidéo freestyle, sur ce que je pense du trope là, de l'élu dans la fiction, et c'est de la merde, encore une fois, hein, désolé, hein, voilà. Que ce soit des personnages comme Harry Potter, Naruto, ou même Link, hein, qui sont typiquement présentés comme étant prédestinés à de grandes choses, souvent depuis leur naissance, bah c'est de la merde, parce que, effectivement, ça peut créer des récits un peu mythifiants, un peu captivants, mais c'est surtout problématique quand c'est utilisé pour justifier le succès ou les compétences d'un personnage sans effort ou même développement approprié. C'est-à-dire que il est fort, ouais, mais c'est parce qu'il est le fils de je sais pas quoi. Ouais, non, c'est la lignée de Nanani, la lignée des Peverell, je sais pas quoi. Voilà, c'est la lignée Uzumaki, ne t'en fais pas, t'inquiète pas. Voilà, on gère, t'inquiète, non, pas de problème. Lui, mais c'est la réincarnation du fils du dieu des ninjas. Pourquoi tu... Non, c'est rien. C'est pour ça qu'il arrive à flinguer tout le monde et que c'est, on va le dire... l'équivalent Cthulhu du monde des ninjas. Y a pas de problème, frérot. Continue de tourner les pages et continue de dire de mon manga. Non. C'est de la merde. Laisse tomber. Clairement, ça conduit à une narration prévisible où le succès du héros est assuré dès le départ, ce qui diminue ainsi donc les enjeux et l'impact de l'histoire. Enfin bref. Et donc, on va passer au dernier trope. Donc, le numéro 10. Je ne veux pas tuer le méchant. Alors, c'est un trope où, effectivement, le personnage principal donc a à sa merci le grand méchant et décide de pas le tuer parce que s'il le tuait, il ne serait pas meilleur que lui. Bon, évidemment, ça c'est un truc, je vois ça, je m'arrache les cheveux directement. C'est-à-dire que directement, même pas, je m'arrache les cheveux, je deviens chauve, immédiatement. Il n'y a même pas de oui, peut-être que... Non. C'est l'un des pires tropes qui puissent exister. On peut le voir dans Batman, bon, voilà, le mec il est trop dark mais il tue pas. Ok, super. Dans The Last of Us Part 2, évidemment. Ça, c'est, je pense, l'exemple de ce trope le plus évident, effectivement. Où on casse les couilles à poursuivre une espèce de golfeuse jusqu'à la fin du jeu, mais à la fin, on la tue pas. De toutes les manières, j'ai expliqué pourquoi c'était de la merde. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, non, mais en fait, c'est explicable. Non, c'est de la merde. Non. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, regardez-la. Encore une fois, je dis pas que j'ai raison de quelque chose, mais en tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, c'est limpide. Dans Max Payne 3 aussi. Dans Max Payne 3, c'est le pire. Je dirais que dans Max Payne 3, c'est le pire. Le mec, il tue la moitié du Brésil, mais il peut pas juste tuer le mec qui est responsable de tout ce massacre, quoi. Donc pourquoi Non, parce que s'il le tuerait, il serait pire que lui. Max Payne, tu es pire que lui. Tu es déjà pire que lui. Même si tu le tues pas, tu es déjà pire que lui. Tu as massacré 100 millions de Brésiliens au cours du jeu Max Payne 3. Tu es déjà pire que lui. Donc ça change rien, autant le tuer. Bref.
Encore une fois, ce trope rend l'histoire moins crédible, moins complexe, ça évite souvent d'explorer les dilemmes moraux difficiles des personnages et les conséquences réelles des actions du héros. Cela peut effectivement conduire à une narration prévisible, où le spectateur sait que, quelles que soient les circonstances, le héros vertueux choisira toujours la voie de la non-violence. Voilà. Ce qui est chiant, et même quand c'est irréaliste ou impraticable. Bref. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est un peu trop longue, en espérant qu'elle vous ait plu. Bon, je sens que j'étais un peu arrogant dans cette vidéo. Je sens que j'étais un peu en mode, ouais, j'ai raison, fermez votre gueule. C'est pas vraiment ma vibe en général, mais je sais pas. Cette fois, je crois que j'étais en mode un peu en mode dictateur. Je sais pas. Mais écoutez, faites-le moi payer dans les commentaires, insultez-moi, je l'aurais bien mérité. Allez, dites-moi si la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, mettez la cloche. Prenez soin de vous, à la prochaine.